Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour notre émission Politique à la ferme. Comment réinventer notre agriculture? Et j'ai le plaisir justement d'en débattre avec Agnès Dantonnet. Bonjour Agnès. Vous êtes directrice des affaires publiques et du développement durable de Cronenbourg. Juste à vos côtés, Christian Huyghe. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur scientifique agriculture de l'INRAE. À ma gauche, Nicolas Broutin. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Directeur, président de Yara France. Et juste à vos côtés, Brice Lalonde. Bonjour. Bonjour. Écologiste, j'ai envie de vous présenter comme cela. Très bien, ça me va très bien. Bon, alors Brice, vous savez, il faut réinventer l'agriculture. Pourquoi la réinventer? Parce que le monde évolue rapidement, l'agriculture s'adapte, et c'est toujours adapté. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait proposer comme évolution pour le monde agricole? Que vous avez présenté comme écologiste, donc il faut écologiser l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut faire de la nature son auxiliaire. Il faut que la nature, c'est une extraordinaire monde de productivité, d'entraide, par exemple avec de l'eau, les arbres qui évaporent l'eau, etc. Et donc on a besoin, l'agriculture a besoin de l'aide de la nature. Et donc il ne faut pas contrecarrer cette aide, il faut au contraire l'exalter. Voilà. Alors l'exemple que j'ai, parce que ça m'avait toujours beaucoup frappé, c'est l'exemple des abeilles. Vous savez que les abeilles sont en difficulté en ce moment. On ne sait pas très bien pourquoi. On pense que ce sont les produits utilisés, ou alors la pollution des villes. On a une étude récente. Et donc, il faut nourrir les abeilles toute l'année pour qu'elles nous servent, pour qu'elles pollinisent. Parce que si elles ne pollinisent pas, on perd un tiers des récoltes, de certaines récoltes. Eh bien, figurez-vous, ça veut dire quoi pour l'agriculture? Ça veut dire qu'à côté des champs, il faut cultiver des fleurs. Il faut cultiver des fleurs parce qu'une fois que la pauvre abeille elle a mangé tout le champ de colza, elle s'est régalée avec le champ de colza jaune en fleurs, magnifique, après il n'y a plus rien, ou beaucoup moins. Et donc il faut la nourrir toute l'année, jusqu'au lierre. Et il ne faut pas enlever le lierre surtout parce que le lierre, c'est une des dernières plantes qui fait des fleurs avant l'hiver. Et elle est très contente, l'abeille. Donc voilà, donc pensons aux abeilles parce que les abeilles nous aident. Mais Brice, tout le monde est d'accord. Le seul problème, c'est que vous savez qu'il y a des écologistes qui veulent écarter l'homme ou peut-être l'agriculteur ou entraver sa façon de progresser ou de travailler. Il y a des visions qui sont différentes. Où doit être le curseur? Le curseur, c'est qu'il faut quand même être un peu réaliste et il faut aider les agriculteurs. C'est pas toujours facile d'être agriculteur en ce moment. On a toujours des aléas, c'est difficile. Il y a des gens qui veulent leur donner des leçons. Alors, les urbains, c'est un peu absurde de donner des leçons aux agriculteurs. Donc il faut s'entraider et il faut que le virage, le passage se fasse, à mon avis, pas trop vite, mais en tous les cas sans s'arrêter surtout. Il faut être persévérant. Et puis vous savez, on dit toujours qu'on va laisser la campagne et on va tous vivre en ville. Je n'en suis pas sûr du tout. Je n'en suis pas sûr. Je vois bien il y a un mouvement en ce moment plutôt pour ne pas trop habiter en ville, pour aller au contraire dans les campagnes et peut-être à ce moment-là inventer avec les agriculteurs d'autres formes de vie à la campagne. Mais ça, vous parlez de l'effet post-Covid, ce qu'on voit aux États-Unis avec la grande démission. Les gens n'ont plus envie de travailler, donc peut-être qu'ils iront plus facilement à la campagne, c'est ça? Vous savez, aller à la campagne, c'est quand même travailler. Et quand vous êtes agriculteur, il faut bosser. Mais je crois qu'ils ont envie d'aller à la campagne, mais pour ne pas travailler. Enfin, c'est un peu différent. Pour ne pas travailler dans des bureaux en ville. C'est ça la vérité. Donc vous pensez que la tendance qu'on a toujours dit, attention, les villes, ça va être de plus en plus au niveau mondial majoritaire, c'est peut-être pas vrai? Exactement. Je pense que c'est peut-être pas vrai. Et je pense qu'on redécouvre justement, non seulement avec l'agriculture, mais avec l'écologie, la beauté de chaque coin de terre, de chaque terroir, de chaque lopin, le génie du lieu. On veut absolument le faire vivre et il est différent. Chaque lieu est différent. Christian Huyghe, vous partagez cette vision? Je trouve que dans ce que Brice Lalonde vient de dire, il y a des éléments extrêmement intéressants. Parce que, en gros, le défi que l'on a, c'est de réussir à nourrir tout le monde et de restaurer. Il ne s'agit plus de préserver, il s'agit de restaurer le milieu dans lequel on est. Et il y a deux grandes visions du monde. Il y a celle où on vire les humains d'une partie, et puis il y en a d'autres, on essaie de tout utiliser. Est-ce qu'on a en Europe la capacité à virer les humains en gros, l'UICN a évancé des chiffres là-dessus, il faudrait virer les gens d'un tiers du territoire. 36 000 communes en France, on en prend 12 000 qu'on vide. C'est juste pas envisageable. Et c'est vrai pour l'ensemble du continent européen. Donc il faut tout utiliser de la façon la plus raisonnable. Et comme Brice Lalonde vient de le dire, en fait, le levier passe par la diversification. Et la diversification, elle est gage de services environnementaux, gage de services de production. Elle est ce qui va créer des cadres de vie. Moi, je crois aussi que les cadres de vie font partie des services écosystémiques rendus. En fait, c'est un service culturel rendu.
Il y a juste un seul prix à payer à ça, c'est que quand vous faites de la diversification, vous augmentez la complexité. Et là où le développement qu'on a connu en agriculture sur les 50 dernières années, il est basé exclusivement sur la recherche d'économies d'échelle, qui passe par la simplification et donc réduire la charge mentale. Quand vous faites de la complexification, eh ben vous faites exactement le contraire. Et c'est ce bout-là qu'il faut vraiment travailler, parce que c'est hors de question de dire aux agriculteurs « c'est vous qui allez payer pour tout le monde en vous cassant le dos ». Ça, c'est juste hors de question. Et donc, il faut créer les systèmes qui permettent de faire ça. Donc, la voie, elle est celle-là. Donc, je suis complètement sur la même longueur d'onde. Donc on a l'impression que ça passe vraiment quand même par la revalorisation des produits agricoles, donc pas toujours acheter moins cher. Et par l'innovation. Et par l'innovation, réellement. Ah, vraiment, oui. Alors, moi, je vous connais depuis des années. Au début, vous étiez un peu seul quand même à prôner l'agroécologie. On sentait que le système avait du mal à évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, ça évolue suffisamment vite par rapport à l'objectif nécessaire? Ça dépend de l'objectif qu'on se donne. Hein, mais la vitesse à laquelle on doit aller pour atteindre, si on prend l'objectif commun qu'on a, qui est le Green Deal, donc moins 45% de gaz à effet de serre en agriculture, 50% de pesticides en moins et 50% de perte de nutriments en moins, à la vitesse à laquelle on va, la réponse elle est non, ça ne va pas assez vite. Mais la question c'est ce que l'on voit, la trajectoire aujourd'hui, l'agroécologie ne l'a pas encore imprimé, ne l'a pas encore imprégné. Il faut regarder les changements d'état d'esprit. Tout le monde critique Ecophyto. En fait, si vous mesurez l'état d'esprit, il a évolué beaucoup plus que les pratiques. De toute façon, il faut qu'il évolue avant que les pratiques ne bougent. Donc moi j'ai tendance à être optimiste là-dessus. Et puis tu disais, c'est un état d'esprit, une revalorisation. Moi je crois fondamentalement au rôle de l'innovation. Yara est une entreprise qui fait de l'innovation. La recherche produit des connaissances. Et on est fondamentalement à avoir besoin d'innovation avec un élément extrêmement important, c'est quelles sont les voies, les chantiers complets qui s'ouvrent. Le fait de découvrir par exemple qu'il y a un microbiote végétal et qu'il est une source pour l'alimentation comme pour la protection, qu'on découvre que les insectes ils se déplacent dans des champs d'odeur. Enfin bref, il y a des champs totalement nouveaux qui sont autant d'innovation pour demain. Le numérique en est une autre, donc il faut miser là-dessus, mais l'innovation ne dit rien quant à la destination. Donc il faut élaborer ensemble la destination et puis l'innovation se met derrière. Alors Nicolas, justement, la transition est faite. On a fait venir donc 2 entreprises qui réinventent leur métier. Vous, il faut changer votre façon de produire les engrais. Oui, les engrais minéraux sont reconnus comme l'invention ayant sauvé le plus de vies durant le siècle dernier. Et de fait, le fait d'avoir réussi à capter l'azote de l'air pour le transformer en ammoniac a permis de nourrir les plantes et donc de nourrir les hommes. Maintenant, on a quand même effectivement un challenge, c'est que l'hydrogène qui est utilisé aujourd'hui dans cet ammoniac provient du gaz naturel. Et dans les crises énergétiques telles qu'on les connaît actuellement, cette question pose un double problème. D'abord, le prix. Le prix de la fertilisation pour les agriculteurs a à peu près doublé durant l'année 2021. Le deuxième aspect, c'est bien sûr... Fini. Et avec ce qui se passe actuellement, effectivement, ça peut en prendre encore un chemin d'augmentation. Le deuxième aspect, c'est la décarbonation, évidemment, puisque dans le méthane, on prend l'hydrogène, mais il reste le carbone. Donc, réinventer la fertilisation, notamment azotée, utiliser des sources d'hydrogène alternatives. En l'occurrence, on en a, ça s'appelle l'eau. On sait électrolyser l'eau pour récupérer l'hydrogène, en l'occurrence un hydrogène décarboné. Ça fait partie de la réinvention et je rejoins tout à fait le fait qu'on doit aussi considérer le système de façon large, ne plus raisonner seulement sur la plante mais aussi sur le sol. Et c'est une évolution de nos métiers, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé aux nutriments, on commence à regarder toutes les synergies, biostimulation, état du sol, conditions pédoclimatiques autour de la plante. Il faut que vous m'expliquiez simplement comment on est capable de décarboner aujourd'hui la fabrication d'engrais. Ça me semble compliqué. Alors le produit semi-fini intermédiaire qui permet de fabriquer les engrais azotés s'appelle ammoniac. Cet ammoniac, on utilise en fait pour le fabriquer l'azote de l'air. Il y en a 80% autour de nous. Les légumineuses savent le capter, mais malheureusement pas les céréales et la majorité des plantes. Donc on va en fait synthétiser l'ammoniac en associant l'hydrogène qui aujourd'hui provient du gaz naturel avec l'azote de l'air. Et puis à partir de l'ammoniac, on va fabriquer un certain nombre d'engrais solides que les agriculteurs utilisent dans les champs, en France notamment les ammonitrates.
Et l'énergie de base, donc, il vient d'où? Alors, l'énergie de base aujourd'hui provient du gaz naturel. Et ce que nous sommes en train de développer, et les premiers produits seront disponibles l'année prochaine, ce sont des électrolyseurs qui permettent d'extraire l'hydrogène pour le recombiner avec cet ammoniac. Et on a un produit décarboné à partir du moment où l'électricité est décarbonée. Nicolas, vous avez un autre souci, c'est que l'engrais que vous appliquez, il faut qu'au moment où on l'applique, on n'émette pas de protoxyde d'azote. Alors, Voilà. Et donc là, Et- mais je sais que vous travaillez là-dessus. exactement. Oui, mais expliquez, Alors, expliquez, c'est Alors, intéressant. quand on regarde l'empreinte carbone d'un engrais azoté, 25% environ provient purement sur ce qu'on appelle le scope 1 de la production, notamment d'ammoniac. C'est-à-dire le relargage de CO2, quand on casse la molécule de méthane, on a une quinzaine de pourcents qui provient des produits intermédiaires, du transport, et 60% de l'empreinte carbone des engrais azotés sont liés au protoxyde d'azote, c'est-à-dire au moment où on applique le produit. Donc ça veut dire qu'effectivement, les efforts de décarbonation ne portent pas seulement sur la production, mais aussi sur l'optimisation Ce sont les bactéries. de l'utilisation. C'est Parce la que quand photobactérie. l'azote arrive dans le champ, on se dit, mais ça va être pour la plante, mais la plante, elle va avoir à se battre contre les concurrents. Les concurrents, c'est toutes les bactéries et les bestioles du sol qui se disent, ouh là là, il y a de l'azote qui arrive, allons, c'est le festin pour nous. Et donc, il y a une bataille entre la plante, si je puis dire, et les bactéries. Et donc, le problème des bactéries, c'est qu'elles transforment cet azote en protoxyde d'azote et le relarguent. Donc, il y a une histoire de bactéries très importante. Et de concurrence, mais il y a une solution ou pas? Ou c'est Alors, qu'est-ce qu'on fait? d'abord, il y a deux aspects très importants. C'est que la forme d'azote a une influence très forte sur les émissions. On sait bien que les formes uréiques sont beaucoup plus émissives que les formes à base de nitrate. Donc le choix de la forme est fondamental. Et le deuxième élément, c'est le pilotage de la fertilisation. Si on pouvait s'assurer que chaque gramme d'azote était consommé par la plante, donc le pilotage est un aspect fondamental. Il est associé à la digitalisation. Et puis l'azote, c'est un écosystème quelque part autour. Et donc ça veut dire qu'il faut regarder tout ce qui permet d'augmenter ce qu'on appelle le coefficient d'utilisation de ce nutriment. Et Christian Huyck, quand je rencontre les agriculteurs, ils me disent, mais nous, on est déjà dans un pilotage fin, vrai ou faux? Est-ce que dans le maïs, par exemple, on a un pilotage de la fertilisation précis? Bah, Je pense que non. Hein. Je vous pose la question. Bah non, si à bon tu escient. as déjà donné la réponse. Non, mais en fait, on est dans un pilotage fin en fonction des objectifs qu'on a aujourd'hui et dans le système dans lequel on est aujourd'hui. Encore une fois, comme disait Nicolas, chaque fois qu'en fait on pense un tout petit peu plus large, on s'aperçoit qu'il y a des degrés de liberté. Le maïs, il est aujourd'hui cultivé exclusivement en pur. On le sème sur un sol nu où les bactéries vont se ruer sur tout ce qu'on va leur donner. Et bien la question, elle est qu'est-ce qu'on peut faire bouger là-dedans? Dès que vous mettez, par exemple, comme ça, il y a quelques expérimentations là-dessus, enfin, quelques parcelles agricoles, du maïs qui est sur un mulch vivant, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Et donc, il faut réussir à penser plus large autour d'un objectif de production, mais il faut donner une valeur à la performance environnementale. Il faut juste être capable de la mesurer et lui donner une vraie valeur. Alors, autre initiative d'une entreprise, Agnès, on va en parler avec vous. Vous, on est plus vers l'aval et justement, il y a le fait de s'approvisionner localement. C'est un vrai défi pour une entreprise qui exporte et qui a une dimension assez importante comme la vôtre. Expliquez-moi. Alors, déjà, Cronenbourg n'exporte pas. Cronenbourg a une implantation locale et si on vient, elle exporte un petit peu, mais c'est vraiment pas le gros de son activité. Et je pense que ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'une brasserie, quand elle s'implante quelque part, c'est généralement parce que les matières premières dont elle a besoin ne sont pas très loin. Puisque pour faire de la bière, on a d'abord besoin d'eau. Et historiquement, c'était important d'être proche des champs de production d'orge et également de houblon. Donc, le lien avec le territoire et le lien avec le local, il est extrêmement fort. Et c'est sûr que l'entreprise que je représente aujourd'hui a toujours, et au-delà de ses matières premières agricoles, a toujours, et sur d'autres matières premières, cherche à s'approvisionner de façon locale. Mais en tout cas, sur la partie agricole, c'est essentiel. Et effectivement, aujourd'hui, alors moi, je vais avoir un discours un peu moins technique et un peu moins d'expert, pardonnez-moi. Mais ce qu'on observe en tout cas aujourd'hui, c'est que je pense que les industries agroalimentaires, dans le lien qu'elles ont avec le monde agricole, est en train aussi de beaucoup changer. Je pense que pendant des années, on a vu finalement des ingrédients qui étaient achetés sans forcément se poser la question de la manière dont ils étaient cultivés. Le lieu où ils sont cultivés, oui, la manière dont ces ingrédients sont cultivés sont aujourd'hui des sujets qui sont vraiment je dirais très haut dans nos priorités et aussi sous un angle que vous avez abordé qui est celui de l'impact climatique. Comme toute entreprise, aujourd'hui on calcule nos impacts
Et la partie agricole a un impact relativement fort, puisque dans une entreprise comme la nôtre, ça représente à peu près 17% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc forcément, la question des pratiques agricoles, elle est au cœur de notre agenda. Après, c'est compliqué. Je pense qu'il y a un sujet clé que vous avez abordé, c'est finalement comment aussi on participe financièrement et comment on accompagne la transition vers des pratiques agroécologiques ou des pratiques d'agriculture régénérative. Et en fait, c'est bien là-dessus qu'on est en train de travailler. Et avec ça, c'est l'approche qu'on a en essayant d'avoir aussi peu de dogmatisme que possible, parce que les choses sont complexes et que, par exemple, on est en train d'expérimenter de l'agroécologie dans la culture du houblon en Alsace. On a monté un projet pilote avec quelques houblonniers. Et on se rend bien compte que le chemin est long et qu'il y a des choses qu'on essaye et qui ne fonctionnent pas et il faut en expérimenter d'autres. Agnès, de façon très concrète, j'ai une bouteille de bière devant moi, supposons, combien ou quel pourcentage des appros sont faits de façon locale? Alors l'intégralité du produit, donc de la bouteille, du contenant et du contenu, on est autour de 85%. Dans un rayon de quoi? De 100 km 200 km. Et même pour le verre, même pour l'impression? Oui, tout. alors ça c'est historiquement en fait, la brasserie d'Aubernais est reliée par voie de chemin de fer au site d'Ohaille, qui est l'ancien BSN de Gironcourt. Donc en fait, les bouteilles proviennent des Vosges directement par train. Et c'est à peu près 80% de nos bouteilles qui viennent de là. Donc c'est aussi lié au fait, pour la petite histoire, qu'à un moment donné, ces entreprises étaient aussi dans le même groupe qui était BSN Gervais Danone, qui avait d'un côté BSN et qui avait racheté Cronenbourg dans les années 70. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous reconnectez peut-être encore plus avec vos fournisseurs locaux, quitte à les payer plus cher? La question est essentielle, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort d'une logique qui est purement d'une logique de prix à une logique de partenariat stratégique. Et en tout cas, sur la question à nouveau de l'agriculture, que veut dire un partenariat stratégique? C'est que le cercle vertueux qu'on essaye de construire, c'est un modèle qui à la fois va avoir un impact positif sur l'environnement, mais va aussi permettre une meilleure rémunération des agriculteurs. Donc, parce que d'une certaine façon, c'est le coût. Enfin, on se rend bien compte que le consommateur, c'est pas lui qui va payer la transition. Et qu'à un moment, c'est aussi les entreprises qui doivent répercuter ça aussi dans leurs investissements. Ce sont des investissements et en tout cas, c'est la manière dont aujourd'hui on l'envisage. Enfin, le monde agricole, il dit il faut que le consommateur paye plus cher son alimentation. Allez-y, prenez la parole. Pour reprendre l'exemple de la fertilisation, je disais que le poste de fertilisation avait doublé pour les agriculteurs. Si on regarde ce que ça représente au niveau d'une baguette de pain, c'est 1 centime. Donc ce poids porté par l'agriculteur est relativement faible au maillon final de la chaîne, qui est par exemple la baguette de pain. Donc il y a un enjeu effectivement à répercuter cette valeur au niveau de l'agriculteur. Il y a eu des initiatives. Qui c'est le patron ici pour le lait, etc. Nicolas Chaban. Oui, donc ça a marché. Les consommateurs ont marché. Donc Il a juste pris le problème à l'envers. Oui, non. En partant du... Non, mais il l'a pris dans le bon sens. Oui, il l'a pris dans le bon sens, mais à l'envers de tout le monde. Oui, mais il l'a pris en partant du consommateur. En fait, la question, c'est le consentement à payer. Pourquoi on est prêt à payer pour quelque chose? On a assuré la sécurité alimentaire, quelque chose qui est de qualité sanitaire, nourrissant et accessible à tous. Et en fait, on a poussé le accessible à tous en disant ça ne doit plus coûter rien du tout. Mais non, la réponse, elle est pas, la question, elle n'est pas celle-là. La question, elle est qu'est-ce qu'un consommateur est prêt à payer pour ce qu'il mange, sachant qu'en même temps qu'il mange, il mange un environnement, il mange une façon de produire. Et derrière, ce que l'on a derrière tout ça, c'est la question de l'organisation de la traçabilité, parce que la traçabilité est la base de la confiance et la connaissance mutuelle de la façon dont c'est produit. Mais aussi, il faut que les agriculteurs ils arrivent à écouter, et l'ensemble du monde arrive à écouter ce que le consommateur souhaite. Et donc, c'est quoi la société de demain? En fait, on est en transition entre un contrat social ancien, des années 50, avec le contrat social de demain. C'est celui-là qui doit être construit. C'est un exercice politique avec un P majuscule. Nicolas, vous vouliez prendre la parole? Oui, parce que c'est ce qui a été dit par Brice Lalonde. Je pense qu'il faut réconcilier aussi consommateurs et agriculteurs, à mon avis. Recréer un lien, qu'on reprenne bien conscience quand même de la qualité des produits, que ce soit qualité sanitaire, que ce soit qualité gustative. Je pense qu'on a peut-être perdu la notion de ce que font nos agriculteurs et de la qualité des produits apportés en France. Vous avez même des entreprises qui sont capables
dans une boîte de maquereaux, de savoir qu'une moitié de maquereau a été pêchée par un pêcheur artisanal dans les Célèbres en Indonésie. Ça, On peut le faire maintenant. C'est la Donc, traçabilité. incroyable les progrès de la traçabilité. C'est la traçabilité, ça. Agnès. Oui, ce que je voulais juste dire par rapport au prix, parce qu'effectivement, ce sont des choses qui sont essentielles. Je pense qu'on a un peu perdu le consommateur aussi en le déconnectant du vrai prix en fait, de l'alimentation ces dernières années. Ce que je voulais juste dire, c'est que dans la transition et dans les modèles qu'on peut expérimenter, on voit bien, et si on reprend ce qu'est l'agroécologie permet aussi à l'agriculteur de faire à terme des économies. Parce qu'à un moment donné, il achète moins d'engrais, il va faire, on parlait des machines, dès lors que vous labourez moins, vous avez besoin de moins, en tout cas il y a moins de machines, il y a moins d'essence. Donc il y a peut-être aussi des modèles. Ce qui coûte cher, c'est le temps de la transition, parce qu'à un moment donné, il y a une perte de rendement qu'il faut pouvoir compenser d'une façon ou d'une autre. Mais ça, sur le long terme, est-ce que ça va forcément se traduire par des surcoûts? Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Donc encore une fois, je pense que le consommateur, il doit d'abord payer un prix qui est juste et qui repose sur une vraie valeur du produit issu de l'agriculture. Et je vous suis, mais toute dernière question, parce qu'on est arrivé au terme de cette émission. Vous avez entendu le président Macron ce matin. Il a dit, attention, la crise ukrainienne va nous impacter à tous les niveaux, au niveau économique. Les consommateurs vont devoir payer plus cher leur carburant, vont devoir payer plus cher l'alimentation, parce que tout va coûter plus cher pour justement produire de la viande, par exemple. Est-ce que vous pensez que cette transition agroécologique va être freinée dans un contexte économique qui risque d'être compliqué? Alors d'abord, je vous signale que les carburants vont coûter cher et de plus en plus cher. Ça aura un impact sur le machinisme agricole et l'utilisation des machines. Donc ça nous poussera à être un peu plus souverains, sans doute, sur beaucoup de nos productions. Maintenant, je pense, franchement, ce serait mieux d'arrêter l'escalade, hein, je pense, parce que là, il y a une escalade incroyable. On n'arrête pas de dire « Ah bah si tu fais ça, je vais faire ça, ça va être encore pire ». Et on parle même du nucléaire. Donc à un moment donné, il faut se réveiller. Sans doute aller vers la désescalade. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci d'être venu ici pour Merci, débattre de cette question. Et puis merci à vous.